belle année à vous tous. Je me fais aussi l'écho de quelque chose que je vois sur le chat. Je vous demanderai si ça ne vous ennuie pas, en effet, de ne pas utiliser trop la caméra si vous le pouvez. Vous savez que c'est très consommateur, hein, et que tout ça a un impact d'ailleurs sur l'environnement. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc ça fait partie aussi de tout ce qu'il faut qu'on apprenne en termes de modalités d'utilisation du numérique liées à ces nouvelles conditions de travail. Alors, je vais faire une introduction assez rapide pour vous donner quelques éclairages sur ce guide, ce à quoi il pourrait être utile, en tout cas on l'espère, et quelques idées qui en émanent. En insistant d'abord sur le fait que ça fait très longtemps, et vous le savez, et c'est d'ailleurs grâce à vous et aux échanges de bonnes pratiques qu'on travaille à l'ORS sur l'ensemble des modalités de travail, et notamment sur le travail à distance, en lien avec les outils numériques. On avait d'ailleurs publié un premier guide sur ces questions en 2011, et qu'on a bien sûr mis le paquet, si vous me passez l'expression, pendant la crise elle-même, c'est-à-dire pour travailler avec vous de manière à analyser ce qui se passe et les pratiques qui étaient en train d'être mises en place pendant le confinement. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de votre réactivité, parce que pendant la crise en tant que telle, enfin en tout cas celle de mars, avril, mai, il y a beaucoup de choses qui ont été permises en termes d'analyse et de travail grâce à votre présence et à votre participation. L'équipe de l'ORS a énormément travaillé à partir, bien sûr, des accords sur le télétravail existant. On y reviendra tout à l'heure fortement, parce que analyser toute la réglementation est extrêmement utile pour cette thématique, comme pour d'autres d'ailleurs. Et puis, bien sûr, on a compulsé un certain nombre de données, à la fois des données d'opinion, des données de sociologues, pour essayer de mettre tout ça un peu en perspective. Alors, ce guide est en fait une aide, un accompagnement pour la mise en place d'un certain nombre de pratiques en matière de télétravail, et permet aussi de s'installer dans une posture d'anticipation. J'y reviendrai, parce qu'on ne peut pas, au fond, vraiment prévoir ce qui va se passer. Mais la seule chose qui soit sûre, c'est qu'on peut être en questionnement, en anticipation sur cette question. Encore faut-il se poser les bonnes questions, les bonnes problématiques. Je viens à la slide d'après, Lydie. Ce qui est important d'avoir en tête quand on travaille sur ce sujet, quand on veut analyser ce qui en ressort, c'est d'abord de constater que, comme souvent, et comme sur pas mal de sujets en matière de RSE, la mesure des phénomènes est extrêmement complexe, c'est-à-dire quand on se pose la question de combien de personnes en France télétravaillent par comparaison à d'autres pays européens, etc. La statistique sur ces questions-là n'est pas du tout encore stabilisée. Donc, je ne peux pas être très rigoureuse, et on ne peut pas l'être pour analyser ce phénomène, en tout cas en termes de chiffres. Ce qu'on souhaitait en revanche vous mettre en avant, c'est le fait qu'on n'est pas face à un phénomène nouveau. Vous savez qu'il existait avant la crise, et comme beaucoup de choses d'ailleurs, cette crise de la Covid a accéléré une tendance qui existait préalablement. Et là, on a des chiffres qui avaient été mesurés à partir de ce moment-là, notamment par Malakoff Humanis, qui mettent en avant le fait que 30% des salariés du privé, avant le confinement, là je suis, pratiquaient le télétravail de manière régulière ou occasionnelle, et que la majorité de ces personnes le pratiquaient de manière informelle et donc non contractuelle, avec des durées de télétravail qui, pour la moitié, étaient moins d'un jour par semaine. Ensuite, nous avons un certain nombre de résultats aussi qui permettent de mesurer ce qui s'est passé pendant le confinement lui-même, et notamment sur la période mars-avril. On voit donc que ces chiffres, et donc ce phénomène qui existait avant, a été renforcé, puisque 40% de la population active
étaient en télétravail. Et ce qui est intéressant, c'est que la moitié de cette population n'avait jamais travaillé en télétravail auparavant. Et puis, d'autres chiffres qui permettent aussi d'éclairer cette problématique et qui sont intéressants pour la suite de nos réflexions, la suite de nos travaux, la suite de notre action, ce sont les opinions qui ont été en revanche pas mal mesurées pendant et puis en ce moment aussi, et qui montrent des choses assez intéressantes et assez clivées. La première, c'est que la perception du télétravail, elle est positive globalement, autant en termes de satisfaction de la manière dont ça s'est passé. 73% des salariés qui ont été interrogés dans ce cadre-là sur le télétravail en mode confiné estiment et disent qu'ils en sont satisfaits, essentiellement en termes d'ailleurs d'impact sur la souplesse et sur la flexibilité ainsi obtenue dans la gestion de son travail. 88% des salariés trouvent que le télétravail permet une meilleure productivité. Sachez que c'est un point de vue qui est d'ailleurs partagé par 71% des employeurs. Mais, et c'est là aussi qu'il faut entendre ces nuances, près d'un tiers des personnes qui ont été interrogées pendant le confinement disent aussi et considèrent que le télétravail confiné a eu un impact négatif sur leur santé physique et ou psychologique. Voilà, donc ça, c'est important à prendre en compte, en effet, quand on veut analyser ce phénomène. La conclusion qu'on peut tirer de cela, c'est tout de même qu'il y a eu une sorte, comment dire, que le travail a été décomplexé, que le télétravail a été décomplexé par cette crise, que la preuve a été administrée, et les résultats d'ailleurs auprès des employeurs me montrent que le télétravail, c'est du vrai travail, voilà, et que c'est lié et que ça a des impacts positifs sur la productivité. Donc voilà, un télétravail qui sort déshabillé, si je puis dire, des stéréotypes auxquels il était encore associé avant la crise, et pour autant une pratique qui n'est pas non plus, comme certains voudraient absolument le mettre en avant, une pratique mirifique qui va régler tous les sujets de la conciliation entre temps de travail et temps privé. D'où cette posture que l'on souhaite adopter à l'ORS, si vous en êtes d'accord, d'être dans l'anticipation des choses et donc d'être dans le questionnement sur l'avenir de ce sujet. Alors, quels sont les enjeux qu'il y a derrière et pourquoi, évidemment, la question est au centre des préoccupations des entreprises aujourd'hui et singulièrement des directions des ressources humaines et aussi des directions RSE, c'est que cette problématique du télétravail, au fond, rejoint un certain nombre d'enjeux qui lui sont corrélés. La première, et c'est en lien avec ce que je vous disais sur ces résultats d'opinion, il y a une forte demande d'une meilleure conciliation de vie professionnelle, vie privée. Ce n'est pas un scoop dans les opinions publiques et dans les opinions publiques françaises. Et donc, le télétravail peut être un des outils de cette meilleure conciliation. Et du coup, ça participe de la marque employeur et ça participe de la capacité des entreprises à attirer, et notamment à attirer d'ailleurs les jeunes talents. Et donc, certains parlent, et on y reviendra fortement, du télétravail comme un avantage qui donc peut être intégré dans le package de la rétribution d'un poste. Et puis, dernière chose qui est mise en avant par les salariés aussi et qui contribue du coup à nourrir cette marque employeur, c'est le fait d'associer télétravail avec diminution du stress et gain de temps pour les collaborateurs, même si sur là-dessus, il y a probablement un certain nombre de nuances à apporter. En tout cas, voilà, l'enjeu au regard de ce phénomène qui devient un phénomène de société, c'est bien la question de la marque employeur.
L'autre enjeu, il est économique et là aussi, il va renvoyer à d'autres problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises et qui ne sont pas neuves. La première, c'est toutes les stratégies de restructuration, de rationalisation du parc immobilier des entreprises. Est-ce que du coup, cette nouvelle forme de travail peut être une des réponses à cet enjeu qui compte de plus en plus pour les entreprises? Deuxième sujet qui est aussi extrêmement intéressant, il me semble, c'est que, et on le verra quand on va décortiquer les pratiques actuelles, c'est que ça renvoie aussi aux enjeux de la loi L'Homme et donc de l'attractivité des territoires et de toutes les problématiques de mobilité auxquelles là aussi sont confrontées l'entreprise. Est-ce que du coup, il n'y a pas à envisager un maillage des lieux de travail qui intégrerait des tiers-lieux et qui apporterait des éléments de réponse à ces problématiques de mobilité et de localisation de l'entreprise par rapport au lieu de vie et donc aussi par rapport au dynamisme et à la densité des territoires. C'est un sujet qui me semble important et donc qui devient un enjeu pour les entreprises. Et bien sûr, cette question économique, et ça on s'y attardera pas mal, elle renvoie à la place du télétravail dans le maintien de l'activité par rapport à des situations de crise. Et là aussi, il s'agit probablement d'anticiper un peu plus sur ces sujets. Et puis enfin, un enjeu écologique. Alors là, je laisserai l'ADEME qui a vraiment décortiqué cette question en parler. Il y a en effet tout un tas d'impacts positifs. Il y a aussi tout de même des effets rebonds sur lesquels il faudrait travailler, fortement d'ailleurs. Et puis, il y a toute la question de l'impact environnemental du numérique. Voilà, donc lorsque l'on ajoute tout cela, quel est le vrai bilan? Nadia, tout à l'heure, nous éclairera là-dessus. Une chose est sûre qu'on dit, en revanche, peut-être pas suffisamment, c'est que on voit là, en fait, on prend la mesure de la capacité des entreprises à être résilientes pendant la crise et probablement notre incapacité, pour le coup, à se transformer à froid, c'est-à-dire quand il n'y a pas de crise, hein, parce que cet aiguillon qu'a été cette crise montre que l'agilité, la capacité des entreprises à se transformer, elle est en réalité absolument immense. Hein, et cette mise en place des modalités du télétravail pendant la crise elle-même, je trouve, en sont en tout cas une preuve absolument frappante. Toute la question est de savoir maintenant. C'est pour ça que je vous remercie infiniment d'avoir dialogué avec Lydie et avec Géraldine à partir de vos pratiques. Parce que toute la question, c'est une question en fait d'organisation de ces modalités du télétravail. Et je pense que c'est très important du coup de décortiquer pour l'instant ce qu'on peut tirer comme analyse de cela, ainsi que l'impact sur le système managérial hein, et sur le nouveau management, peut-être le nouveau leadership qu'il faut inventer derrière, si jamais le télétravail se généralisait davantage. Voilà, Lydie, je vous laisse donner la scientifique moelle de vos entretiens avec les entreprises membres, parce qu'il y a des choses intéressantes à en sortir. Exactement, je vais rebondir sur vos propos. Merci Hélène pour cette introduction. Hélène a raison, elle vous l'a expliqué. On a beaucoup travaillé sur l'analyse d'accords que nos adhérents ont accepté de nous transmettre et aussi tous les accords que nous avons pu recenser, qu'ils soient ante ou post-confinement. Mais elle a raison également de parler d'un dialogue que nous avons eu très riche avec nos membres dès lors que la crise sanitaire a débuté. Et par la suite, quand on a, grâce à ces échanges, maturé le projet de faire un guide sur les nouvelles pratiques de télétravail, nous avons beaucoup eu d'échanges bilatéraux et même parfois informels avec nos correspondants sur la façon dont était organisée
le travail au fur et à mesure et le télétravail au cours des différentes périodes que nous avons connues et des différentes périodes que nous connaissons encore transitoires. On a beaucoup aussi échangé, et c'est aussi un peu le rôle de l'ORS et sa force et sa mission sur la façon dont c'était vécu, perçu par les équipes et effectivement sur les intentions des entreprises, quels étaient leurs projets, quelles étaient leurs réflexions en cours. Donc voilà, c'est ce que je vais vous restituer l'espace de quelques instants. Simplement, j'assiste sur le fait qu'il s'agit de nos observations, des observations de l'ORS et que j'ai pu faire pendant ces travaux. Il ne s'agit en aucun cas d'un benchmark exhaustif, ni même d'une analyse qui se fonde sur des chiffres, hein, vraiment, parce qu'on est encore, je pense, vous le savez aussi, dans une période qui ne permet pas tout à fait encore de dessiner des grandes tendances. Voilà. Donc ça, je tenais à le préciser tout d'abord. Simplement, la première observation, c'est que toutes les entreprises qui sont nos adhérentes et avec lesquelles j'ai discuté ont dans leur projet de revoir leurs pratiques de télétravail. C'est dans leurs objectifs de 2021. Ça, c'est très clair. Pourquoi? Eh bien, parce que Hélène vous l'a expliqué, la pratique massive du télétravail, lorsque le télétravail est possible, a généré beaucoup plus d'attentes qu'auparavant encore sur le fait de pouvoir bénéficier du télétravail et y compris et surtout pour des personnes qui jusque-là n'accédaient pas à ce télétravail, pour les primo-télétravailleurs, qui de fait y ont goûté et ont bien compris, Hélène l'a dit, qu'il y avait une capacité de flexibilité qui était là pour eux extrêmement intéressante. Pour autant, aujourd'hui, on a identifié, encore une fois, parmi les accords qui sont publics, peu d'accords et peu d'entreprises qui ont signé un nouvel accord portant sur le télétravail depuis la crise sanitaire. Alors, encore une fois, c'est sans doute parce que beaucoup d'entreprises essaient de se caler et d'attendre et de prévoir ça à l'issue de la crise. Toute la difficulté de nos jours est de savoir quand est-ce que cette crise finira. Et parmi ces entreprises ayant signé un accord post-confinement, on aura donc l'occasion d'en entendre trois d'entre elles tout à l'heure. Bien, ce qu'on observe dans leurs nouveaux accords, c'est effectivement pour répondre à cette attente des collaborateurs qu'elles ont clairement toutes perçues et bien comprises, le fait d'étendre le télétravail régulier, voire de mettre en place ou d'étendre le télétravail occasionnel quand il était déjà prévu par l'entreprise. Et cette extension du télétravail régulier et occasionnel, elle passe par la possibilité d'un nombre de jours de télétravail supplémentaire plus grand, d'un rythme de télétravail plus grand et aussi par une flexibilité plus grande, notamment dans le traitement des demandes, sur des formules, des procédures de demande, pardon, plus agiles, plus courtes, dans des délais aussi de prévenance plus restreints et qui permettent notamment de bénéficier davantage de télétravail occasionnel, souvent à la demande du salarié pour convenance personnelle. Et c'est là où on répond effectivement à une attente forte de conciliation vie privée, vie professionnelle. Ce que l'on constate aussi pour certains de ces accords, c'est un fort rappel entre ce qu'est le télétravail régulier et occasionnel qui se passe dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise versus le télétravail en cas de force majeure, en cas de circonstances exceptionnelles, qui est le télétravail que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc là, on voit bien un besoin de la part des entreprises de repositionner les choses, de reclarifier et en retour à la réponse des entreprises aux attentes des collaborateurs en termes de conciliation vie privée, vie professionnelle, l'entreprise fait savoir que le télétravail de crise tel qu'on connaît n'est que l'exception en réalité et n'est dû qu'au nécessaire maintien de l'activité de l'entreprise à tout prix. Et donc de repositionner ce qu'est le télétravail régulier ou occasionnel dans le cadre d'une activité normale.
On le verra tout à l'heure avec la Maïf, ça se passe aussi, ça s'accompagne avec beaucoup de communication, de publication et de pédagogie à faire auprès des collaborateurs pour préparer justement cette sortie de crise et permettre après de repasser, de rebasculer dans le cadre de l'activité normale des entreprises. Ce que l'on constate pour l'instant aussi dans les accords, c'est que peu d'entreprises ont travaillé les articles afférents au télétravail en cas de force majeure pour les étoffer un peu et pour faire davantage de liens avec le nécessaire maintien de leur activité lorsque celle-ci est menacée. Notamment, c'est ce que recommande l'accord national interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail, signé en décembre 2020, qui clairement recommande aux entreprises de définir à minima ce qu'on appelle un plan de continuité de l'activité, un PCA, et voire plusieurs PCA, c'est ce que nous on recommande à l'ORS, et d'identifier de quelle façon le télétravail peut être une réponse et une solution dans le cadre de ce plan de continuité de l'activité. Alors, évidemment, comme cet accord national interprofessionnel, qui est donc un accord qui fait force de loi, puisque il a été signé majoritairement, et à moins que les entreprises aient prévu des dispositions contraires et plus favorables, cet accord fait force de loi. Cet accord, il a été signé en décembre, donc on peut légitimement se dire que les entreprises qui ont signé d'ores et déjà des nouveaux accords sur le télétravail n'ont pas pu tenir compte des recommandations de l'ANI. L'intérêt maintenant pour nous sera de suivre l'impact de cet ANI et la façon dont il se répercute, les recommandations se répercutent dans les prochains accords télétravail qui seront signés. Donc ça, c'est un élément qu'on va suivre prochainement. Et puis enfin, dans les réflexions et les échanges que nous avons eus avec les entreprises, dans leurs intentions, on voit trois éléments que je vais vous mentionner. Certaines d'entre elles pensent à l'extension du télétravail en permettant ce qu'on appelle du travail à distance, c'est-à-dire un travail à domicile, mais qui ne serait pas tant lié à l'usage des outils numériques, à la nécessaire connexion à un serveur de l'entreprise, etc. Ici, ça permettrait notamment à des postes réputés non télétravaillables de pouvoir, par exemple, faire des tâches administratives sur une journée lorsque le collaborateur en a besoin ou lorsque l'entreprise le demande, simplement en apportant ses dossiers sous la main à la maison. Voilà. D'autres interrogations qu'ont les entreprises portent notamment, alors je ne vais pas m'étendre non plus parce que Hélène l'a mentionné et Nadia Boglin aura l'occasion d'y revenir dessus, mais certaines entreprises s'interrogent sur leur mode d'organisation du travail et sur la gestion des espaces de travail et s'interrogent sur la possibilité pour elles, notamment sur leurs établissements les plus grands, de recourir à du flex office. Là aussi, c'est une pratique qui existe déjà pour les entreprises. Pour certaines entreprises, la question est de savoir maintenant si c'est une pratique qui va s'étendre ou pas. Et puis enfin, c'est par exemple ce qu'on avait vu au sortir du confinement avec l'annonce de PSA, qui souhaitait pouvoir mettre en place du remote work, c'est-à-dire du télétravail à temps complet. On a certaines entreprises effectivement qui se posent également la question de pouvoir mettre en place un nombre de jours de télétravail qui serait majoritaire dans la semaine. Et dans ce cas, le nombre de jours présents sur site serait plus réduit. Et la question qui se pose ici, c'est que se passe-t-il et comment le télétravail vient impacter l'organisation du travail s'il devient la norme. Voilà, je m'arrête là, je n'en dis pas plus. Je voulais simplement partager avec vous ces perspectives sur lesquelles, Hélène l'a bien dit, on souhaite poser les questions et débattre et prendre les devants sur ce que sera l'organisation du travail à l'issue de la crise. Maintenant, je laisse la parole à Géraldine pour nous présenter en plus en détail le guide qui va apparaître sur les nouvelles pratiques de télétravail. Merci à Lydie, qui a été la chevrière ouvrière du guide sur le télétravail. Je voulais vous parler de l'executive summary là, qui sera publié à l'issue de cette conférence, que vous retrouverez sur notre site internet.
qui résumera les 3 chapitres. Donc, je vais être un petit peu technique dans ma présentation. Dans ce guide, 3 chapitres. En premier lieu, les enjeux pour les entreprises du déploiement du télétravail, rappelé par Hélène Valade en introduction tout à l'heure. Et puis, je vous rappelle que ce guide, il est bien conçu pour des DRH, le réseau des responsables ressources humaines, les partenaires sociaux. Géraldine, excuse-moi, mais on ne t'entend pas très bien. Je me demande si Lydie, il faudrait que vous coupiez votre micro pour que je… Voilà. Je vais mettre à la place de Lydie, c'est pas grave. Je change juste de chaise. Voilà. Voilà, je suis face au micro. Très bien. Donc, je rappelais que ce guide était à destination du réseau RH, des partenaires sociaux, des décideurs, sur la mise en place du télétravail dans le cadre d'activités dites normales pour l'entreprise. Et pour mémoire, il est important de rappeler que le télétravail fait partie d'un article 1222.9 du Code du travail qui le définit ainsi. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur et effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Dans un deuxième chapitre de ce guide, vous retrouverez, c'est important de le noter, la méthodologie qui vous permettra de mettre en place le télétravail de façon régulière ou occasionnelle. Cette partie, elle répond aux interrogations suivantes. Quelles négociations dois-je mettre en place et comment choisir le quota de jours de télétravail à définir? Donc, la question qui se pose, c'est quelles obligations de négociation dois-je mettre en place quand je dois mettre en place le télétravail dans mon entreprise? Je dois me poser la question, est-ce que l'entreprise est couverte par un accord de branche? Si oui, l'entreprise de moins de 50 salariés doit appliquer les dispositions de l'accord de branche, tandis que l'entreprise qui aurait plus de 50 salariés doit négocier et prévoir un accord ou une charte de dispositions moins favorables aux salariés. Deuxièmement, vous pouvez être dans le cas de figure suivant, vous êtes dans une entreprise qui a plus de salariés et qui est dotée d'un CSE, un comité social et économique. Et là, vous devez négocier le droit à la déconnexion, vous pouvez négocier sur la qualité de vie au travail. Tout ça, ce sont des points d'entrée dans votre dialogue social sur le télétravail. Et puis, si les négociations échouent, si vous n'avez pas de CSE, vous pouvez mettre en place de manière unilatérale des télétravail et de préférence encadré par une charte. Deuxième point important, quels sont les postes éligibles au télétravail? L'entreprise doit fixer des critères pour s'assurer de l'autonomie du collaborateur, son ancienneté au poste, son statut, son temps de présence dans l'entreprise, et puis vous assurer d'un minimum d'effectifs présents sur site. Quoi qu'il en soit, il est important à chaque fois de veiller au cas particulier pour raison de santé ou motifs personnels de vos collaborateurs. Donc, c'est ce que disait un petit peu aussi Hélène en introduction, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, s'intéresser à ses collaborateurs, communiquer, on y reviendra plus tard, parler de ces sujets-là. Ensuite, l'importance de réviser les fiches de poste pour identifier dans votre organisation les postes télétravaillables. L'entreprise peut proposer du télétravail régulier sur des jours fixes, des jours flottants ou les deux. Et puis, elle peut proposer également du télétravail occasionnel pour répondre à des besoins personnels ou de l'entreprise dans l'organisation. Et puis, toujours dans les chapitres 2, le lieu de travail est un sujet important. L'entreprise peut permettre l'exercice du télétravail depuis son domicile, dans une autre résidence, ou enfin dans un bureau satellite, ou dans ce qu'on appelle un tiers-lieu, les Fab Labs, les espaces de coworking que l'on voit naître à droite et à gauche. Trois points de vigilance sont à mentionner pour l'entreprise. D'abord, le manager, le DRH, doit s'occuper de savoir si son télétravailleur dispose d'un espace nécessaire, un espace confortable, un espace calme. Deuxièmement, il doit s'assurer de la conformité des installations électriques de son télétravailleur. Troisième point, il doit s'assurer que le télétravailleur est couvert par son assurance responsabilité civile. Quatrième point, les équipements. On l'a bien vécu pendant le confinement, s'assurer que le collaborateur a un ordinateur, un accès au serveur de l'entreprise et un serveur sécurisé.
s'assurer que son collaborateur a des solutions de téléphonie et prévoir aussi des indemnités aussi pour le dédommager de l'utilisation éventuelle d'outils personnels. Enfin, il faut penser à la prise en charge des coûts des dépenses énergétiques économisées par l'entreprise et reportées au domicile du collaborateur. L'entreprise, enfin, doit vraiment penser à sensibiliser les managers pour lever les freins au télétravail et, je le disais tout à l'heure, les former au management à distance. Attention aussi, soyons vigilants à la culture du présentéisme. L'entreprise doit outiller les managers à la conduite d'entretien avec les salariés, spécifiquement par rapport au télétravail, fixer des objectifs, veiller à la charge de travail et encore une fois, communiquer sur ce sujet-là, qui télétravaille dans mon équipe, qui ne télétravaille pas, pourquoi, quelle est la charte, la répéter pendant des réunions d'équipe, de service. C'est un sujet de réunion d'équipe que de parler du télétravail et de l'organisation du travail. Enfin, l'entreprise devra s'assurer de la formation aussi de ces télétravailleurs aux outils numériques. On l'a appris, nous aussi, à l'ORS, à utiliser Zoom et d'autres outils. Ça s'apprend. Tout ce que l'on a dit comme mesures de précaution pour tous s'écouter ce matin parce que nous sommes nombreux à être connectés, il faut le partager, l'apprendre. Donc, il y a des petites répétitions à faire et de la mise en confiance des collaborateurs. Enfin, dans ce chapitre 2 du guide, on parle de l'obligation de veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs. C'est très important. Il y a des obligations de moyens, de résultats qui incombent à l'employeur en matière de santé et sécurité. Il faut être vigilant aux risques psychosociaux, de veiller à ce que son collaborateur ne tombe pas dans l'isolement, ne soit pas surchargé de travail, respecte des horaires qui sont partagés et par l'employeur et par l'employé. Tous ces sujets sont des sujets de dialogue, encore une fois, entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique. Enfin, je voudrais vous rappeler que l'entreprise peut mettre en place une procédure de demande formalisée simplement par écrit dans le cadre du télétravail, incluant simplement un simple échange de mails entre le salarié et le manager. Mais toutefois, l'ORS, nous recommandons de formaliser ces échanges et de privilégier, bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, le dialogue social. Je rappelle que la loi travail de 2016, que dans la loi travail 2016, le droit inscrit dans le code du travail pour tous les salariés le télétravail. Néanmoins, dans les faits, l'entreprise peut refuser le télétravail à un collaborateur, mais devra motiver son refus sur la base, par exemple, de la nécessaire activité de l'entreprise ou de l'autonomie du collaborateur. Enfin, la troisième partie, slide suivant, merci Lydie, aborde le télétravail de crise, le télétravail en cas de force majeure qui est défini par l'article 1222-11 du Code du travail, qui dit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, en cas d'épidémie, de cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité et la protection des salariés. Donc ici, dans cette troisième partie de ce guide, nous faisons le bilan des retours de télétravail en mode confiné. Donc, c'est ce que vous disiez, Lydie, c'est le fruit d'échanges avec nos membres ces derniers mois et de réunions qui ont été menées dès le mois de mai, dès le post-confinement avec les membres de l'ORS. Donc, nous résumons ici de la manière de préparer et d'anticiper le télétravail au mieux, en l'intégrant dans un PCA. Un PCA, c'est un plan de continuité de l'activité, mais aussi il faut intégrer ce télétravail dans la stratégie de gestion des risques de l'entreprise. C'est ce que nous rappelons dans cette partie. En effet, l'ANI, qui est l'accord national interprofessionnel, dit que pour une mise en œuvre réussie du télétravail, donc cet accord, je vous rappelle, a été signé en décembre dernier, le 23 décembre 2020, recommande à l'entreprise, quelle que soit sa taille, de définir donc ce PCA, ce plan de continuité d'activité, et d'identifier dans quelle mesure le recours au télétravail peut être une solution.
Pour aller plus loin, l'ORS recommande à l'entreprise d'affiner son PCA et de prévoir différents scénarios selon les niveaux de crise qu'elle rencontre et en conséquence, donc recourir au télétravail de façon plus ou moins étendue. Donc, en conclusion, je dirais plus les conditions de recours à un télétravail en cas de force majeure sont précises, moins les conditions d'exercice du télétravail sont dégradées. Dans la dernière slide, vous allez donc découvrir la couverture du guide, les nouvelles pratiques de télétravail et la couverture de l'executive summary qui sera en ligne d'ici une petite heure. Tout de suite, après ce passage en revue des 3 chapitres du guide, je redonne la parole à notre présidente Hélène Valade qui va vous livrer les recommandations que l'ORS vient de co-construire avec ses membres. Hélène ? Oui, merci Géraldine. Alors d'abord, je remercie énormément Lydie Recorbet parce que pendant ces périodes agitées qu'on a connues en 2020, elle a énormément travaillé jusqu'à ces jours derniers pour produire ce guide. Vous verrez, c'est un travail assez considérable. Donc, c'est pour ça aussi qu'on en a fait un résumé de manière à ce que voilà, ça puisse s'adresser dans vos entreprises à plusieurs types d'interlocuteurs et de publics. Je vais me contenter en fait, de vous résumer les points essentiels qu'on vous présente en termes de recommandations. Mais avant d'aborder ces 6 recommandations, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que du coup, j'ai lu tout ce qui a été produit par l'ORS, il faut absolument qu'on distingue en effet les catégories de télétravail par rapport à des occasions. Donc, c'est très important de bien avoir en tête ces 3 situations qui sont extrêmement différentes, d'envisager le télétravail régulier ou occasionnel pour des périodes normales, première chose, d'envisager le télétravail d'urgence lié à des situations personnelles particulières, et puis enfin, le télétravail en cas de force majeure, comme on l'a vécu pendant cette pandémie. Je pense que c'est important d'avoir en tête cette classification. Et du coup, à partir de cette classification, on peut en effet proposer des points d'attention, des recommandations. La première, de se situer en amont de ce sujet pour mettre en œuvre une réponse, au fond, à une attente majoritaire des salariés qui est la clarté. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, etc. Je pense que dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible en termes de télétravail est absolument capital. Et du coup, quand on réfléchit à cette attente, on peut se dire qu'un des moyens d'y répondre, c'est de se situer très en amont et de raisonner en termes de missions qui sont télétravaillables ou non. Et je pense que, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est, auquel on est invité par l'ANI dont Lydie et Géraldine ont parlé. Mais je pense qu'autour de ça, il y a un vrai sujet donc de revisitation, si je puis dire, des fiches de poste au regard du fait qu'il y ait des missions qui sont télétravaillables ou non. Et puis demain, Lydie a commencé à vous le dire tout à l'heure, la question se posera pareil sur des travaux qui peuvent se faire à distance. Donc là aussi, il faut bien distinguer les choses parce qu'il y a des missions télétravaillables, il y a des missions qui possiblement peuvent se faire à distance et ça, anticiper cela en amont me paraît très, très important. Deuxième chose, on a beaucoup insisté, c'est en effet ce maillage un peu différent des lieux de travail entre l'entreprise, des tiers-lieux ou d'autres endroits d'un territoire donné et le domicile des salariés. Voilà, comment construire cette constellation qui répond aux enjeux qu'on a pointés tout à l'heure. Deuxième catégorie de recommandations pour le télétravail en période d'activité normale. On est très sensible à l'ORS, à l'accompagnement de tout cela en termes de management. On est convaincu et on voit bien, et on le verra tout à l'heure dans les témoignages d'entreprise, qu'on ne manage pas de la même façon des équipes en télétravail ou en télétravail partiel et puis en présentiel, qu'il y a des potentialités extraordinaires qui
d'ailleurs, donne encore plus de, comment dire, peut-être de qualité au présentiel. Hein. Le présentiel devient désirable, justement, parce qu'il est plus rare. Donc, il y a probablement tout un tas de choses à anticiper de ce point de vue-là. Et puis, une recommandation que l'on fait aussi assez fortement à l'ORS, qui renvoie à notre problématique de travail, notamment sur les salariés aidants. On vous propose cette définition d'un télétravail à durée déterminée qui renvoie à des périodes particulières dans la vie des salariés et qui peut-être serait de nature à répondre mieux à cette obligation, au fond, dans certains moments de la vie, de concilier responsabilité familiale et travail. Enfin, enfin pas enfin, mais sur la catégorie cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, je l'ai dit en introduction, mais tout ça rentre aussi dans la cartographie, la gestion des risques de l'entreprise, c'est-à-dire faire le lien entre la définition de ce travail exceptionnel avec des scénarios de crise que l'on peut prévoir en fonction des risques auxquels est confrontée l'entreprise, et donc faire le lien avec le plan de continuité de l'activité, là, nous apparaissent aussi comme des sujets extrêmement importants. Et puis enfin, et là, on vous propose davantage sur une forme de questionnement, parce qu'il y a des questions qu'il ne s'agit pas d'évacuer, hein, il y a des questions qui sont en train de surgir un peu partout. C'est l'impact de cette nouvelle forme de travail sur la valeur travail en tant que telle et sur ses modalités. Et puis sur ce qu'est l'entreprise, hein, la définition physique de l'entreprise. Voilà, donc ça pose tout un tas de questions sur ces sujets-là. Celui qui est le plus apparent en ce moment et pour lequel on va aussi mettre en place des travaux, c'est l'intégration du principe d'équité, alors même qu'un certain nombre de métiers ne sont pas très télétravaillables, et ça va du chirurgien au ripper chez Suez, dont nous parlera tout à l'heure Pierre-Yves Pouliquin. Comment ça se passe et est-ce que par rapport à ça, il faut envisager des compensations financières ou non, bon, ou des compensations d'une autre nature, mais enfin, il y a des vraies questions là qu'il s'agit de mettre sur la table en amont pour préparer cela au mieux. Et puis, quel impact, en effet, sur ce qu'est une entreprise. Une entreprise, traditionnellement, ça a des murs. On avait, souvenez-vous-en, beaucoup travaillé sur l'entreprise libérée. Voilà, quel chemin ça dessine sur ce qu'est la réalité d'une entreprise dès lors que les lieux dans lesquels on exerce le travail sont différents du lieu physique et traditionnel de l'entreprise. Alors, on me demande de rappeler la quatrième. Oui, la quatrième recommandation, c'est d'aller vers la définition de ce qu'on a. Enfin, ça, c'est une formulation qu'on vous propose à l'ORS, hein, de télétravail à durée déterminée, c'est-à-dire du télétravail qui correspond à une durée par définition déterminée, parce qu'elle correspond à des problématiques pour le salarié. Et on pense notamment aux salariés aidants, enfin à des salariés qui peuvent être dans des situations d'aide à leurs familles qui sont malades, etc. Donc, il y a des temps dans la vie qui sont particuliers et peut-être que concevoir et autoriser un télétravail sur une période très déterminée peut être quelque chose à regarder. Hein, c'est ça que veut dire cette recommandation. Voilà ce qu'on voulait vous dire là avant d'entrer dans le… Et vraiment, moi, ce qui me frappe beaucoup dans tout ça, c'est… le questionnement, et y compris le questionnement avec les salariés. Hein. Quelques entreprises commencent à avoir des consultations par sondage auprès de leurs salariés pour dessiner l'avenir. Je pense que c'est important de mettre ces questions sur la table tout de suite. Merci Hélène, merci pour avoir présenté les recommandations que nous avons formulées à l'issue de nos travaux sur les nouvelles pratiques de télétravail. Alors,
comme il y a beaucoup de choses à dire sur ces nouvelles pratiques, le temps glisse et on a déjà un quart d'heure de retard. Je vais appeler les intervenants à la table ronde virtuelle à venir me rejoindre sur leur écran, s'il vous plaît. Donc, il s'agit de Pierre-Yves Pouliquin, directeur développement durable chez Suez, Béatrice Guéguignat, responsable de projet télétravail et futur du travail au sein de la Maïf, et Yana Perroni, DRH de la coopérative NATUP, pour nous partager ce que mentionnent leurs accords télétravail nouvellement négociés, la façon dont ils l'ont conduit, pourquoi ils l'ont conduit. Alors, on va tout de suite commencer par Monsieur Pierre-Yves Pouliquin. Pierre-Yves, votre micro est activé, votre caméra aussi. Moi, je ne vous vois pas là à l'heure actuelle. Le micro n'est pas activé, Pierre-Yves, si vous pouvez l'activer aussi. Vous m'entendez là? Parfait. Merci. Un petit peu plus fort et ce sera parfait. Bonjour à tous. Pierre-Yves Pouliquin, donc je suis directeur du développement durable chez Suez. Ce que Administrateur de l'ORS également. Administrateur de l'ORS et toujours très impressionné par la qualité des travaux de l'ORS, et c'est pour ça que je suis avec beaucoup de plaisir autour de cette table aujourd'hui. Le télétravail pour Suez, ça a été une vraie révolution, c'est-à-dire qu'on a pris le choc du Covid comme tout le monde. En une semaine, on a mis 30% des équipes en télétravail. Et ce n'était pas du tout dans la culture de Suez. Pas du tout. Il y avait des accords ponctuels à droite, à gauche, au cas par cas. Et voilà. Et on a d'abord, je dirais, dans le camp de continuité d'activité, mis en place ce télétravail contraint de crise, avec tout ce que ça implique en termes de logistique et informatique. Et puis très vite, de mettre aussi des moyens d'accompagnement à la fois des équipes liées à ces nouveaux modes de fonctionnement et à l'isolement aussi lié au Covid, au confinement, et puis aussi pour les managers. Je pense qu'il est très important de travailler sur les deux niveaux, c'est-à-dire qu'en mode de télétravail non contraint, parce que je pense que c'est ça aujourd'hui le sujet de notre débat, qu'on travaille sur les deux approches, c'est-à-dire le collaborateur et le manager, parce que les deux ont à revoir leur manière de travailler et évoluer. En sortie de la phase 1 du confinement, on a eu une attente extrêmement forte exprimée par les collaborateurs et par les partenaires sociaux, de dire on ne peut plus travailler comme avant. Donc très très vite, une équipe s'est mise en place pour finaliser un accord national. Toute société et tous les partenaires sociaux ont signé fin novembre un accord global. Donc un accord cadre qui s'étendait à un tous accord les cadre global à toutes les entreprises en France. Et uniformisait tous les accords précédents de télétravail. Voilà, alors il y avait peu d'accords et l'idée c'était effectivement d'avoir un cadre unique, uniforme, pour un souci d'équité entre l'ensemble des filiales du groupe. On a une trentaine de milliers de personnes en France. L'accord, il a plusieurs aspects philosophiques, c'est-à-dire qu'il dit d'abord que c'est le volontariat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à être en télétravail. Je pense que c'est très important d'évaluer et d'ailleurs et de formaliser, ça a été rappelé tout à l'heure. Là, on est dans la phase d'évaluation et de formalisation des accords de télétravail, ce qui oblige le manager à faire le point avec son collaborateur pour se dire, est-ce que tu as, à travers une grille d'évaluation assez simple, est-ce que tu as les capacités, les compétences, les moyens, la logistique pour télétravailler. Ce qui est important, c'est qu'on a voulu garder cet équilibre télétravail 2 jours maximum et pas plus. Donc c'est 2 jours en moyenne sur l'année, donc ça peut permettre des semaines, ça peut permettre de la souplesse, mais on veut absolument garder un équilibre présentiel télétravail. Ça nous paraît extrêmement important que le lien d'équipe, que le lien social soit maintenu. Et donc il y a beaucoup de souplesse, mais il y a aussi un principe, c'est qu'on n'est pas du tout parti vers le home office. On veut garder cet équilibre et ce lien entre l'équipe et le collaborateur. Ça me paraît être un point extrêmement important. Bien sûr, derrière tout ça, il y a l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Il y a l'impact environnemental. On est une boîte dont la raison d'être est autour de l'amélioration de la planète. Donc pour nous, c'était quelque chose d'évident. Dans la raison d'être, il y a effectivement une forte place qui est consacrée à nos collaborateurs.
Donc tout ça était, je dirais, dans nos gènes et venait, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'est fait assez rapidement, dans le cadre du dialogue qu'on a en permanence avec nos partenaires sociaux pour construire en 3-4 mois, je dirais, un accord national en tant que tel. Je pense que l'idée d'avoir cet équilibre et cette évaluation va permettre le dialogue entre le collaborateur et son manager. Et je pense que tous les managers vont devoir se poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans mon management? Management à distance, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a une boîte à outils qui a été donnée avec des sessions de e-learning pour les managers et à l'inverse aussi, faire attention au risque d'isolement. J'ai eu une jeune stagiaire qui est arrivée lundi. Et je lui posais la question, elle venait de province, dans quelles conditions elle vivait à Paris, dans une chambre de bonne 9 mètres carrés. J'ai dit, écoutez, pour vous, en tout cas, sachez que aujourd'hui, on a 10% ou 15% de l'effectif à la tour. Vous pouvez venir tous les jours. Je ne veux pas d'un stagiaire qui reste en 9 mètres carrés toute la journée, enfermé en télétravail et qui ne peut pas sortir après 18 heures. Enfin, au bout de 6 mois, je ne sais pas dans quel état on retrouve nos collaborateurs. Donc, il faut avoir cette souplesse de comprendre et de rentrer un petit peu dans les problématiques équilibre privé et professionnel. Donc, ça demande de l'attention du manager et de rentrer dans ce souci de l'autre qui me paraît extrêmement important et extrêmement enrichissant, sans être trop intrusif, mais qui permet de libérer la parole pour comprendre en fait quelle est la situation exactement de l'autre et à partir de là, mettre l'intelligence de la relation pour adapter le mode de travail. C'est-à-dire que Oui, effectivement, ce que vous dites là, c'est qu'il faut, avec l'exemple de votre stagiaire où on est dans des circonstances de cas de force majeure et de crise, il faut savoir ce qu'ont c'est très bien l'inverse. fait. Voilà, mais il faudra savoir transposer dans le cadre d'activité normale de l'entreprise quand on reviendra à cette situation-là, et on l'espère tous. Savoir transposer ce qu'on a su quelque part faire pendant le confinement et pendant toute cette période, puisque les enquêtes l'ont mené, en fait, les lignes managériales, comme vous le disiez, ont été attentives, ont mis un peu plus de personnel et ont été attentives aux besoins des collaborateurs et à la façon dont ils vivaient la situation et quelles étaient leurs situations pour chacun d'entre eux, de façon à pouvoir après adapter et bouger les lignes. La question étant de savoir comment on fait du collectif et de l'individuel en même temps en termes de droit et Le droit, en fait, c'est que l'accord cadre est relativement structuré avec des grands principes qui rappellent ce droit d'arrêter le télétravail à tout moment, le droit du manager de dire non, le droit du collaborateur de dire non, et donc on a ce processus de dialogue. Et je crois que c'est extrêmement important. Vous devez aussi réinventer votre management avec la confiance. Le management à distance, ça veut dire que vous êtes sorti de la logique du présentiel. Donc la confiance, effectivement, la délégation, la subsidiarité est extrêmement importante et mise en valeur. Donc moi, ça me paraît super intéressant de rentrer dans cette ère-là. Et à l'inverse, l'attention, le petit échange ce qu'on appelle l'échange de la machine à café, il est extrêmement important de le garder d'une manière différente et pas facile à reconstituer. Voilà. C'est là où Suez a choisi de limiter le nombre de jours de exactement, télétravail à 2 pour une c'est cohésion là. d'équipe. Et on a vraiment voulu trouver cet équilibre avec la souplesse dans le temps. Ce que je disais, c'est que c'est 2 jours en moyenne par semaine sur l'année. Donc, ça permet éventuellement à un collaborateur de dire je vais aller travailler une semaine en province. Oui, si ça rentre dans le planning et qu'il n'y a pas d'objection managériale particulière, oui, mettons de l'intelligence collective sur ces sujets-là. Mais chaque service a ses propres contraintes. Et donc, on a beaucoup discuté entre les différents directeurs sur comment on va organiser demain nos équipes. Mais je pense que c'est très salutaire de voir comment c'est fait. Il y a un aspect compensation. Donc, ça, c'est les partenaires sociaux qui ont joué leur rôle. De dire, il y a une prise en charge de 20 € par mois sur les frais divers qu'il peut y avoir à domicile. Il y avait la compensation de la cantine en termes de tickets restaurant, donc l'équivalent de 2 jours de tickets restaurant par semaine sera versé parce que effectivement certains collaborateurs attiraient l'attention de l'avantage et de la souplesse que représentait une cantine collective dans leur organisation. Voilà, donc c'est des petites choses, mais qui sont importantes aussi pour montrer que il y a cet équilibre général qui est maintenu. Et ce qui est important, c'est le En tant dialogue que avec tel. les partenaires sociaux pour border tous ces petits détails et toutes ces petites choses.
Pierre-Yves, je vous coupe. Vous avez souligné donc l'importance de l'autonomie du collaborateur, parce qu'effectivement, il y a la question des postes télétravaillables, mais il y a la question même du collaborateur qui sont en capacité de télétravailler, d'être à l'aise avec ce mode d'organisation. Vous avez souligné l'importance des relations managériales, que cela vient revisiter et l'accompagnement que Suez fait au travers de boîtes à outils de formation de ses managers. Et vous avez souligné l'importance de la cohésion d'équipe. Cependant, dans nos échanges, vous m'aviez parlé d'un projet que Suez avait éventuellement, notamment pour son siège en Île-de-France, de passer sur un mode d'organisation en flex office. Oui, Est-ce que alors ça va pas frotter avec l'idée d'avoir une cohésion d'équipe et un maintien de nombre de jours de télétravail maximal à 2? non, non, je pense que d'abord, c'est plus un projet puisque quelque part, ça a été finalisé pour la Tour, en tout cas, le siège social où on était à peu près 2000 et on va passer sur une assise de 2700 personnes. C'est la suite logique de repenser nos modes de fonctionnement, c'est-à-dire que le bureau devient un espace différent. Avoir un bureau personnalisé, fermé dans une tour, à l'ère du télétravail, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc en fait, c'est un projet. Flex Office est en train de se décliner un peu partout en France. Il n'y a pas d'accord national sur le sujet, mais il y a un accord sur la tour. Et donc, ça veut dire qu'on a repensé effectivement l'organisation des plateaux. Alors, dans les bonnes pratiques, vous avez ce qu'on a créé, c'est des quartiers, c'est-à-dire que les gens, les collaborateurs arrivent dans une zone qui est la zone définie pour votre direction. Donc, ils vont retrouver leurs repères, leurs collègues en tant que tels. Il y a des outils de planification parce qu'effectivement, il faut qu'on sache si tout le monde arrive le même jour, on va avoir un petit problème d'organisation de l'espace. Donc, parce que l'idée derrière, c'est aussi de faire des économies de surface. Ça a un impact CO2. Moins de surface égale un bilan carbone optimisé. Ça réduit les coûts aussi, et bien sûr. Et puis, ça va obliger tout le monde à travailler un peu différemment avec des bonnes pratiques de silence, de travail, des salles communes. Enfin, il y a toute repenser l'organisation du travail sur le site. Nous, on est déjà passé en flex office. Alors là, c'est un peu dégradé parce que quelque part, on est en confinement contraint, donc on n'a pas retrouvé une jauge normale. Mais en fait, le dispositif est en place. Et ça me paraît complètement naturel de repenser par étapes toute cette organisation du travail parce que voilà, vous direz à votre équipe, écoutez, le mardi ou le mercredi, si tout le monde peut être là pour qu'on se voit ensemble, on va faire ça. Vous discuterez avec votre collègue qui est directeur à côté pour dire est-ce que tu peux faire ta réunion de service plutôt le mardi, nous on va la faire le mercredi. Voilà, pour permettre un peu ces ajustements collectifs. Ça oblige à discuter. Il y a quelques outils informatiques pour nous aider à la décision. Ouais. Mais voilà, donc ça oblige à repenser l'organisation du travail. Moi, je trouve que c'est plutôt sain. C'est plutôt sain. Merci pour votre témoignage, Pierre-Yves. Je reviendrai vers vous pour les questions si on a le temps et on va essayer de le garder. Je vais maintenant demander à Béatrice Guéguigna, mais sa caméra est activée, donc son micro doit l'être également. Tout à fait. Béatrice, vous avez piloté le projet de révision de l'accord OSER, qui est l'acronyme que vous déroulerez pour désigner les pratiques de télétravail au sein de la Maif. Il a été donc signé post-confinement lui aussi, et puis vous êtes responsable en fait de penser le futur du travail demain au sein de la Maif. Alors, première question pour vous et voilà, en même temps qui était assez similaire à l'introduction de Pierre-Yves. Pourquoi avoir signé tout de suite un nouvel accord, un nouvel avenant et les différences majeures, les évolutions majeures que propose cet accord? Oui, bonjour à tous. En fait, à la Maif, le télétravail, nous avons commencé à l'expérimenter depuis 2015. Et il a été intégré dans la réflexion de notre accord OSER. Donc OSER, ce qui veut dire organisation souple, épanouissante et responsabilisante. C'est un accord qui a été co-construit avec 10% de nos effectifs en 2016 et négocié en 2017. Et à l'intérieur de cet accord OSER, nous avons un chapitre entier qui est consacré à la mise en œuvre du télétravail. Donc le télétravail à la Maif,
a été déployé de manière beaucoup plus large suite à cet accord de 2017, avec un quota qui a été positionné pour le déploiement, un quota de 20% de salariés en télétravail, ce qui était déjà assez conséquent en fait à ce moment-là dans notre secteur. Et nous avons déployé cet accord entre 2017 et fin 2019. Avant même finalement la crise sanitaire et le premier confinement, nous avions déjà une appétence de certaines directions à dépasser ce quota de 20% de télétravailleurs dans l'entreprise. Et nous avions prévu de re-questionner ce quota au premier trimestre 2020. Comme vous le savez, le premier confinement est arrivé, ce qui a rendu encore plus importante cette réflexion autour du quota de 20%, puisque ce qui était assez évident et ce qui nous remontait, c'est que des salariés qui n'avaient pas encore testé, qui n'étaient pas encore télétravailleurs avant la crise sanitaire, allaient avoir une appétence en sortie de confinement de continuer à télétravailler quelques jours par semaine. Évidemment pas le full remote 5 jours sur 5, évidemment pas dans les conditions du premier confinement où l'on se souvient que on était avec des parents qui faisaient école aussi en même temps, donc avec une logique qui n'était pas la logique du télétravail pendulaire, du télétravail classique avec avenant, tel que nous l'avions mis en place depuis 2017. Donc, en sortie de premier confinement, nous avons lancé une négociation avec nos partenaires sociaux autour d'un avenant à l'accord OSER qui réinterrogeait le quota de 20% de télétravailleurs et avec aussi une réflexion de l'équilibre de l'équation du quadriptyque. Qu'est-ce que c'est le quadriptyque à la Maïf? C'est notre boussole de pilotage de l'entreprise, puisque le quadriptyque, c'est la performance durable de l'entreprise, la satisfaction de nos sociétaires, qui sont nos clients, l'épanouissement des collaborateurs et le bien commun. Donc, toutes nos actions, nous les drivons par ce quadriptyque. Donc, l'idée, c'était de trouver un équilibre, puisqu'évidemment, augmenter le quota de télétravailleurs, ça répondait à l'épanouissement des acteurs, parce que attente des collaborateurs qui n'étaient pas télétravailleurs de pouvoir bénéficier de cette modalité, mais aussi trouver aussi des apports pour la performance durable de l'entreprise et la satisfaction des sociétaires. Et dans ce cadre-là, nous avons pu discuter avec les partenaires sociaux de l'ouverture de certains de nos plateaux téléphoniques qui n'étaient pas ouverts le samedi matin pour répondre à nos sociétaires et à nos prospects exclusivement en télétravail. Donc ça, c'était le contenu de l'avenant à l'accord OSER qui a été signé en juillet 2020, qui ne remettait pas complètement en question tout ce qui était signé en 2017, puisque nous avons gardé des principes. Pierre-Yves a parlé du volontariat, évidemment, de la réversibilité à tout moment, complète ou partielle, puisqu'on peut aussi rediscuter des forfaits. Nous avons gardé aussi la logique d'éligibilité, puisque vous l'avez souligné, Lydie, et le salarié, même si son métier est télétravaillable, peut être éligible ou n'est pas éligible au télétravail pour des raisons d'autonomie, d'espace de travail, de conditions techniques de connexion Internet et d'avoir un espace adapté au télétravail. Donc, cela, nous l'avons gardé et nous avons aussi fait évoluer certains éléments. Par exemple, la suppression des 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise pour bénéficier du télétravail. Donc, ça n'existe plus. Aujourd'hui, le fait d'être suffisamment intégré à un collectif suffit. Après, c'est un échange avec le manager. Ça peut être au bout de 3 mois, 6 mois, 1 mois. Tout dépend du salarié et de l'intégration dans le collectif. Et nous avons aussi autorisé le télétravail de manière ponctuelle dans un autre domicile que le domicile habituel du télétravailleur qui est inscrit sur son bulletin de salaire. Voilà les nouveautés avec l'avenant à l'accord OSER. Alors, la particularité, c'est vrai dans le contexte actuel, que nous avons choisi de déployer cet avenant, donc de déployer la formalisation des avenants contractuels pour les télétravailleurs entre juillet et novembre 2020. Et à fin novembre, nous arrivons à 3 800 télétravailleurs dans l'entreprise, qui représentent 66% des salariés éligibles. Et pour 70% d'entre eux, ce sont des avenants 8 à 12 jours par mois, ce qui fait à peu près en moyenne 2 à 3 jours par semaine. Une particularité que je n'ai pas évoquée, que nous avons conservée entre 2017 et 2020, c'est le point pivot du déploiement du télétravail, c'est d'inscrire
qu'il y a 2 jours ou 3 jours de présence sur site minimum par semaine pour les salariés dans l'entreprise. Quelque part, nous avons inscrit dans la manière dont nous déployons le télétravail l'hybridation du travail. Nous n'allons pas vers du full remote, comme on dit. Oui. Nous sommes vraiment sur cette règle de préservation du collectif et d'articulation entre le présentiel et le distanciel. Donc Oui, du coup, aujourd'hui, allez-y Lydie. non, pardon. Du coup, c'est là où c'est intéressant, je m'excuse, je vous coupe, d'avoir formulé les choses de cette façon, avec un nombre de jours de présence sur site, plutôt qu'un nombre de jours de télétravail maximum. C'est intéressant parce qu'avec les chiffres que vous nous donnez, ça montre quand même une possible articulation avec un télétravail et un nombre de jours de télétravail qui est impressionnant pour chaque collaborateur en définitif, et qui permet une très grande flexibilité. C'est vraiment intéressant la façon dont, du coup, les deux s'articulent très bien dans la façon dont vous l'avez pensé. Complètement. Les 2 s'articulent et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous à la Maïf, la question n'est plus tellement de réussir le déploiement du télétravail, mais au final de trouver, de relever le défi de l'hybridation du travail. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de superposition entre le télétravail de crise et le Oui. télétravail de normalité, hein, avec, le télétravail pendulaire puisque, nous sommes en télétravail, 100 du temps. Et donc demain, quand nous reviendrons à une situation plus normale, hein, ce que j'espère rapidement, le prochain défi, ça sera de gérer cette hybridation du travail où finalement on change de paradigme. Avant, que ce soit en nombre de salariés, en nombre de jours, la règle, c'était plutôt la présence sur site. Demain, on est sur quelque chose qui sera mixte, avec des défis à relever et pour les collectifs et pour les managers, d'avoir une partie des équipes à distance, une partie des équipes en présence et de trouver l'équilibre dans l'hybridation. Donc voilà, le nouveau défi, je dirais, du futur du travail, avec des impacts sur les relations de travail, les relations avec les autres collectifs, au-delà du collectif de l'équipe même. Comment est-ce que l'on travaille avec les autres collectifs dans l'entreprise, avec des réflexions sur l'organisation physique de l'entreprise, sur les modalités managériales. Ça ouvre le champ à beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes en fait dans le cadre du futur du travail. Vous aussi, comme Pierry, vous citez les relations managériales à revisiter. Et je le disais, j'ai été très impressionnée par tous les documents que vous avez accepté de partager avec nous, et tous les outils d'accompagnement aux managers et aux salariés pour comprendre ce qu'était ce qu'était le télétravail, ses règles de fonctionnement, ce qu'il n'était pas. Ce qu'était le télétravail de crise et toute la communication que vous avez déployée pour accompagner ce changement qui est très, très impressionnante, là aussi. Comme Pierre-Yves le citait pour les boîtes Opti mises en place par Suez. Oui, en fait, alors je vous avoue qu'en 2020, on était bien content d'avoir démarré depuis 2015, puisque en fait, les bonnes pratiques du télétravail, on les a réfléchies depuis 2015 avec la mise en place d'un guide des bonnes pratiques du télétravailleur, mais aussi deux autres pans dans l'accompagnement qui a été fait sur la durée, c'est aussi les bonnes pratiques du collègue de télétravailleurs auquel on s'est Oui. attaché dès le début. Puisque c'est vrai que le télétravail impacte celui qui télétravaille, mais le collègue de ce télétravailleur, et avec des réflexes à avoir. On parlait de l'isolement tout à l'heure, ne pas oublier que le télétravailleur, quand il télétravaille, n'est pas physiquement présent, mais il est au travail. Et la mise en place de certains rituels d'équipe ont fait partie de la réflexion depuis le début, avec vous parlez de l'accompagnement des managers, avec une formation sur le management à distance qui était aussi renforcée lors de la crise sanitaire, et avec aussi un point d'attention sur la détection des signaux faibles par rapport à la prévention des RPS, hein, puisque là, la situation quand même est très particulière. On est sur du 5 jours sur 5. Un point d'attention sur le sujet, sur finalement une expérience qui dure, hein, qui est ce télétravail contraint dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, c'est vrai que nous avons vraiment prêté attention à bien partager les bonnes pratiques du télétravail et bien distinguer aussi le télétravail avec avenant, le télétravail pendulaire, donc avec des jours de présence et des jours à distance, du télétravail de crise sanitaire, où finalement, là, on n'est pas du tout sur du télétravail volontaire,
parce que je crois qu'on n'a pas du tout les uns et les autres choisi d'être 5 jours sur 5 à la maison. On est sur aussi un contexte de télétravail où potentiellement, et notamment lors du premier confinement, on l'a vu, on a les enfants à la maison. Et donc là aussi, ça fait partie de… Le télétravail n'est pas une modalité de garde Mode de d'enfant, je garde. parle du télétravail pendulaire. Donc voilà, bien distinguer les deux. Bien distinguer les deux et le prochain défi, ça serait effectivement de gérer le retour à la normale avec des salariés non éligibles au télétravail pendulaire pour des raisons de critères d'éligibilité que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit en termes d'autonomie par exemple, mais qui vont revenir à une situation de travail sur site plus prégnante. Je vous remercie, Béatrice, pour votre retour d'expérience. Merci infiniment. Je vais maintenant demander à Yann Lapéroni de partager lui aussi son expérience en tant que directeur des ressources humaines pour Natop, entreprise donc, du secteur agricole. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, parce que par définition, le secteur agricole est réputé comme très, très peu télétravaillable. Yann, je vous remercie d'être là parmi nous aujourd'hui. Je remercie aussi la coopération agricole dont vous êtes membre de nous avoir mis en relation, parce qu'on s'est attaché sur le guide à pouvoir illustrer aussi des pratiques d'entreprises plus petites que celles qui composent nos membres et qui sont plutôt des très grands groupes internationaux, et de souligner le rôle des fédérations, des organisations syndicales, enfin de toute cette aide de pont qui maille le dialogue social et qui aussi ont un rôle d'exemplarité et de diffusion des bonnes pratiques en termes de travail et quelles que soient en fait les pratiques sociales dont on parle. Alors, Yann, vous, lorsque nous avons échangé ensemble, effectivement, on a parlé pour vous du souci d'attractivité dans le secteur dans lequel vous êtes et dont les entreprises de ce secteur ont besoin d'attractivité vis-à-vis de futurs talents. Et vous avez initié surtout un accord télétravail parce que ça répondait aux attentes de vos collaborateurs que vous avez mesurées. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Effectivement, alors comme Suez, on n'était pas du tout habitué au télétravail, ce n'était pas une pratique de l'entreprise. Même si sur les dernières années, on sentait poindre cette volonté, notamment, ou ce besoin, notamment chez les plus jeunes profils. Et ça faisait quelques années, lorsque ça devenait un argument de recrutement, ça devenait une demande de nos jeunes collaborateurs. Et on avait commencé à mettre un pied dedans par l'acquisition de nouveaux talents, alors de façon désordonnée, sans accord et de façon confidentielle. Mais petit à petit, c'est une pratique qu'on sentait poindre et que l'on sentait arriver. Notre proximité de Paris nous permettait, via aussi cette flexibilité en accordant le télétravail à certains profils, d'attirer des profils parisiens qui pouvaient se permettre de faire la route dans les premiers temps de leur intégration et puis déménager ensuite dans un second temps. Donc effectivement, après le confinement, comme tout le monde, on s'est interrogé sur l'organisation de ce télétravail et pouvoir faire perdurer ce télétravail. Nous avons fait une enquête auprès de nos collaborateurs et 90% de nos collaborateurs effectivement souhaitaient continuer à pouvoir télétravailler. C'est dans ce cadre que nous avons lancé nos réflexions et nos négociations sur le télétravail. Alors chez nous, c'était intéressant puisque 90% voulaient télétravailler, mais 75% de nos collaborateurs interrogés ne souhaitaient pas télétravailler plus de 2 jours par semaine. C'était une limite maximale qu'ils se donnaient. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir pu faire cette enquête puisque le présentiel restait, en tout cas dans l'entreprise, le souhait de nos collaborateurs était que le présentiel reste la norme. Voilà, donc nous avons mis en place cet accord avec un télétravail progressif et c'était aussi une volonté des partenaires sociaux de pouvoir s'expérimenter au fil du temps, tant les collaborateurs dans cette pratique que les managers dans le management de leurs collaborateurs. Donc, nous sommes passés à une journée de télétravail pour tous les postes télétravaillables
Et puis, nous passerons à une deuxième journée au bout d'un an d'expérience de chacun de cette première journée. Voilà, donc on est vraiment sur une avancée progressive du télétravail. Et puis enfin, on avait aussi une volonté d'étendre cette pratique à l'ensemble des postes qui n'étaient potentiellement pas télétravaillables, en tout cas de façon récurrente et régulière. Et nous avons ouvert un compteur de 10 jours de journées occasionnelles de télétravail où effectivement, dans le cadre de tâches administratives ou de tâches ou de missions ou de projets très particuliers, eh bien, la possibilité de pouvoir travailler à la maison ou sur un autre site que celui d'appartenance. Et on a donc mis en place sur validation du management et sur validation des tâches qui bien évidemment s'adaptent et sont adaptées à ce mode de travail, pour chacun de nos collaborateurs d'avoir un compteur et qu'ils puissent organiser un peu différemment sur quelques journées sur l'année son travail. Voilà globalement comment C'est nous avons mis extrêmement les... intéressant ce que vous dites parce que ça rejoint exactement ce dont je parlais tout à l'heure sur l'extension du télétravail à du travail à distance, à domicile, ce que vous avez appelé le homework, je crois. Alors, peut-être que du coup, vous allez nous en dire plus. Vos effectifs vous permettent de gérer les demandes et d'identifier les missions et les tâches à chaque fois qu'il y a une demande de manière plus facile que sur des grands groupes. Comment ça se passe je ne sais pas si vous avez encore eu le cas. Lorsque le collaborateur fait une demande les travails occasionnels, enfin de homework, il convient avec son manager de la réalisation de l'exécution des tâches qu'il fera pendant la journée. Oui, bien sûr. Alors, la demande est informatisée. On le fait, enfin, le collaborateur le fait via la gestion des temps avec un argumentaire du pourquoi, du comment de la demande. Et c'est le manager de proximité, c'est le management de proximité qui valide la demande. Et effectivement, il y a une validation des tâches, il y a une validation de la mission qui sont faites. Ça prend forme petit à petit. On a les premières journées qui sont posées, mais effectivement, c'est le management de proximité avec son collaborateur qui évalue la situation et la possibilité. Ce qui est aussi intéressant dans les résultats du sondage, donc je reviens un peu plus en amont dans votre intervention, c'est le souhait des collaborateurs assez étonnant de ne pas vouloir faire beaucoup de télétravail, peut-être un besoin de cohésion d'équipe. Enfin, vous allez peut-être pouvoir nous détailler ça dans les réponses que vous avez eues au sondage, mais c'est intéressant parce que des études que l'on voit d'opinion dont Hélène parlait tout à l'heure, on voit des choses assez clivantes et assez contradictoires dans les attentes des collaborateurs, avec des gens qui, là, en crise, subissent véritablement le télétravail, l'isolement, le confinement et on éprouve de la lassitude, et des collaborateurs qui, du coup, découvrent la capacité d'être en remote work, de pouvoir télétravailler très tranquillement, confortablement dans leur résidence secondaire dans la Creuse, entourée par la nature. Donc, voilà, ça vient un peu contredire la tendance pour l'instant qu'on voit, qu'il va falloir déployer un argumentaire pour que les collaborateurs, à l'issue de la crise, reviennent sur site, parce qu'en définitive, le télétravail à 100%, ça leur convient très bien. Alors, on avait fait cette étude au sortir du confinement, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais lorsqu'on est en télétravail, on sent aussi la valeur du présentiel et de la collaboration. Enfin, on ressent d'autant mieux la valeur du présentiel et de la collaboration. Donc, cette étude, on l'a faite vraiment au sortir du confinement, et elle faisait aussi ressortir que le lien social manquait, la machine à café manquait, les repas entre collègues manquaient, et globalement, voilà, les relations entre collègues et la collaboration manquaient. Donc, il y a peut-être eu un effet overdose de 100% de télétravail à la suite de cette enquête, mais dans tous nos échanges, tant avec le management qu'avec les partenaires sociaux, il y avait vraiment cette volonté de se dire que le collectif restait une valeur importante de l'entreprise. Et d'ailleurs, dans la façon, et les partenaires sociaux étaient demandeurs aussi, c'était plutôt dans la façon d'organiser nos jours de télétravail et de présentiel. On a
fait en sorte que les télétravailleurs soient en télétravail le même jour et donc en présentiel tous le même jour. On n'avait pas forcément d'objectifs ni de contraintes d'optimisation de bureau. On n'est pas en région parisienne et on n'a pas forcément ces contraintes-là. Le coût du mètre carré est un peu moindre encore chez nous. Et donc, on a vraiment voulu faire en sorte que lorsqu'on était au travail, pardon, c'est un lapsus non révélateur, que nous étions en présentiel, que l'on optimise la collaboration, enfin le travail en collaboration. Voilà, vous êtes en télétravail, vous travaillez plutôt vos tâches individuelles, la partie individuelle de votre travail. Lorsque vous êtes en présentiel, on essaye de développer le collectif. Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'a conçu. Et puis, peut-être que ça évoluera dans le temps et que dans 5 ans, on aura la même maturité que la Maïf et qu'on rentrera dans d'autres dimensions. Mais on a voulu vraiment cette progressivité de distinguer le travail individuel et le collectif et de maximiser de maximiser le collectif lorsqu'on était en présentiel finalement. Et ben, voilà, la solution que nous avons trouvée, nous, dans un premier temps, c'est de faire en sorte que les jours télétravaillés soient les mêmes pour chacun et les jours présentiels soient les mêmes pour tous également pour qu'on puisse articuler tout ça plus facilement dans un premier temps. Vous prenez votre temps, la culture de l'entreprise et la conduite du changement, ça prend du temps et vous y allez piano comme disent nos voisins. Exactement, on a décidé d'apprendre en marchant. Mais au moins, vous y allez. Exactement. Et au final, c'est la conclusion de nos partenaires sociaux. On est prêt à y aller petit à petit et on est conscient que ça va bouleverser les pratiques managériales et même nos pratiques individuelles de travail. Le principal, c'est d'y aller. Donc, tout le monde était ravi de cette façon de fonctionner. Je vous remercie de votre retour et du partage de votre expérience, Yann. Je vais tout de suite passer la parole à Nadia Boglin puisque le temps file et on va concentrer les questions à l'issue de l'intervention de Nadia Boglin qui va du coup prendre la parole tout de suite. Nadia, je ne te vois pas si tu as ta caméra et ton micro d'activer. Je m'excuse, mais la parole est à toi. Bonjour à tous, donc Nadia Boglin de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et merci à l'ORS pour l'opportunité de faire un tout petit focus sur les impacts écologiques, en l'occurrence les émissions de CO2 du télétravail. Et donc nous avons publié en septembre 2020 une étude assez exhaustive sur la question, puisqu'il y avait à la fois une enquête de terrain avec 26 organisations essentiellement privées, représentant plus de 350 000 salariés, des focus group sur des télétravailleurs déjà pratiquants, ainsi qu'une revue bibliographique internationale d'articles académiques, privés, complétée d'ailleurs par l'analyse de 58 accords de télétravail existants. Et le principal résultat en termes d'évaluation environnementale, c'est que la réduction des trajets pendulaires domicile-travail est très bénéfique à l'environnement. J'insiste sur le mot très bénéfique parce que il est rare qu'à l'ADEME, on ait un avis aussi tranché sur les choses. Et donc, on a de base un gain important. Voilà. Qui est de l'ordre de 270 kg de CO2 évité par an pour une journée de télétravail par semaine et l'ensemble par rapport à un collaborateur. Bien sûr, ce résultat est à moduler avec des effets rebonds plus ou moins significatifs qui peuvent le réduire d'une centaine de pourcents ou au contraire l'augmenter de plus de la moitié, ce qui est pour le coup aussi très significatif. Alors un mot sur ces effets rebonds qui sont présentés en slide 2, s'il vous plaît. Déjà sur les effets rebonds défavorables, vous avez les déplacements supplémentaires, c'est ceux qui étaient entre guillemets cachés
préalablement, qui était d'aller faire ses courses en revenant du travail ou d'aller déposer ses enfants en y allant. Et ces déplacements résiduels continuent forcément à exister. Vous avez la relocalisation du domicile. Or là, on parle de relocalisation de quelques kilomètres ou de quelques dizaines de kilomètres. C'est typiquement un télétravailleur qui va quitter un site d'habitation en centre urbain pour aller en périphérie de ce même centre urbain. L'usage de la visioconférence, ça a été largement cité par les uns et les autres, et tant en production des équipements que en termes de consommation lors de leur utilisation, et notamment si on ne donne pas les bonnes règles que vous avez bien voulu rappeler en introduction sur l'usage de la caméra, notamment, qui est particulièrement énergivore. Et puis, bien sûr, les consommations énergétiques du domicile. En hiver, on chauffe, on continue la journée chez soi parce qu'on y est, alors que sinon, on aurait probablement baissé un peu la température. À côté de ces 4 effets de rebond défavorable, il y a un effet rebond très favorable et qui masque d'ailleurs tous les autres effets rebond très favorables. C'est le flex office cité par Lydie, ou le bureau à la demande. De fait, vous avez une surface immobilière un peu moins importante, vous chauffez moins et vous avez moins de dépenses en ventilation, climatisation et autres, avec quand la chose est bien organisée en termes de taux de foisonnement, des réductions qui sont assez significatives et qui permettent effectivement d'augmenter largement le bilan favorable écologique du télétravail. Alors, au-delà de ces résultats qui sont établis, l'étude a aussi mis en avant des nouveaux effets rebonds systémiques ou long terme qu'il est difficile aujourd'hui d'évaluer quantitativement, mais dont on sent la réalité qualitative. Il y a l'accroissement de l'équipement numérique, parce que tout le monde ne peut plus être sur le même ordinateur à la maison. L'éloignement du domicile avec des relocalisations du lieu de vie. Or là, on parlerait plutôt de personnes qui vont aller se mettre à plusieurs centaines de kilomètres et revenir pour travailler chez elles une grosse partie de la semaine, et puis au bureau 1 ou 2 jours. Là encore, pour illustrer et être rapide, si vous êtes un travailleur habitant au centre-ville, proche de votre entreprise, dans un habitat collectif, que vous prenez les transports en commun 5 jours par semaine, et que demain, en passant au télétravail, vous allez à 150 ou 200 km de là, dans une habitation individuelle, pas forcément complètement énergétiquement performante, et que vous êtes amené à faire une fois par semaine 150 km en voiture individuelle, vous imaginez bien que le gain environnemental de la chose est complètement réduit. Autre paramètre, la réduction des déplacements professionnels post-Covid. Les études américaines estiment qu'on a réduit de 60% nos réunions présentielles pendant la phase Covid. C'est à l'échelle américaine en l'occurrence, mais pense qu'il restera un résiduel d'une réduction de 1/4 des réunions présentielles quand on sera ressorti de la phase de crise actuelle, parce que les gens ont appris, qu'on a tous gagné en technologie, et puis ils ont aussi apprécié pour une certaine partie d'entre eux, et se sont interrogés sur l'intérêt de faire beaucoup de kilomètres pour aller à des réunions qu'ils pouvaient tout aussi bien faire par Zoom. Réduction de la congestion routière, ça c'est assez évident. Si on note des voitures sur le périphérique, on a moins de bouchons, et les bouchons sont une cause de pollution majeure. L'augmentation des week-ends de villégiature. Alors ça, c'est un élément qu'on n'avait pas saisi préalablement, et que les études en focus group sur des
travailleurs pratiquants ont mis en avant, c'est-à-dire le fait que les gens partent télétravailler dans une résidence secondaire ou dans une location temporaire. Et ça aussi, il y a une analyse à faire pour voir la différence de consommation entre votre lieu de vie principal et puis une résidence secondaire ou louée qui n'est pas forcément avec les mêmes caractéristiques énergétiques, notamment toujours avec un distinguo entre de l'habitat collectif et du pavillon, qui est en général très en défaveur du pavillon. Et puis finalement, l'extension des domiciles privés, la crise l'a montré, on a quand même à un moment ou à un autre besoin de quelques mètres carrés de plus pour installer un bureau, et quelques mètres carrés de plus, c'est des consommations en plus. Alors pour terminer, en étant très rapide, mais vous retrouverez l'ensemble de l'étude dans le lien internet qui est sur la première slide. Cette étude a montré un certain nombre d'effets rebonds. En gros, on en a identifié 16. Je vous ai présenté les principaux. Certains totalement nouveaux, les mobilités longues liées notamment à des choses tournant autour du week-end et d'un télétravail qui soit pour le coup très déporté. Les tiers-lieux dont on parle beaucoup n'ont à ce stade pas de réalité chiffrée. Ils en auront peut-être une demain si la pratique de télétravail s'étend et que ces lieux se développent, mais à ce jour, c'est pas quantifiable. Et puis de même, le phénomène de relocalisation lointaine relève à ce stade de l'imaginaire collectif. Il pourra là encore évoluer en fonction des modalités de futurs accords sur le télétravail et d'une intensification de la pratique, mais cet élément qui est médiatiquement très mis en avant n'est pas encore décelable en tant que tel. Et puis pour finir, ce type d'étude permet également de faire quelques préconisations en termes de politique publique. Alors, la première, elle est juste évidente, c'est de ne pas aller vers des demi-journées de télétravail, parce que là, pour le coup, on perd tous les bénéfices écologiques du télétravail, et puis en plus, on en rajoute sur le travail à domicile, et donc c'est bien au moins de journées entières dont il s'agit d'assurer la promotion. Et puis, bien sûr, inciter les mobilités actives, notamment pour remplacer les déplacements résiduels que j'évoquais avant par de la marche, du vélo. Essayez-nous de construire ce qu'on appelle la ville à un quart d'heure, c'est-à-dire celle qui vous permet à un quart d'heure de mobilité active et douce pour l'environnement, d'avoir à la fois les services, les commerces, les relations sociales et locales que vous souhaitez, et qui évite de prendre la voiture qui avait été mise au garage pour cause de télétravail. Et puis, bien sûr, d'essayer de décourager les longues mobilités carbonées que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire remplacer un travailleur proche de son lieu de travail et usant des transports publics par un télétravailleur qui viendrait un jour ou deux, mais qui, pour le coup, userait d'un véhicule particulier sur des distances assez conséquentes. Voilà en quelques mots, et pour être bref, et puis bien sûr à votre disposition pour toute précision. Merci Nadia pour la présentation de cette étude et des perspectives du télétravail en termes d'impact environnemental et sur nos mobilités, qui sont des éléments à prendre en compte pour penser un télétravail du futur ou à l'avenir. Alors, comme j'ai promis un temps de questions, je vais accorder un temps de questions malgré le retard que nous avons. Une question par intervenant.
Et vous avez 1 minute pour y répondre. C'est votre défi. On va terminer par un petit jeu. Alors, beaucoup de questions, enfin, des questions sur le Flex Office. L'une d'entre elles adressée à Nadia Boglin sur l'existence de travaux menés par l'ADEME, notamment sur l'impact de ce Flex Office. Et la même pour Suez, une étude d'impact RH a-t-elle été faite sur le Flex Office avant de penser le projet, et en particulier son impact sur les RPS. Une étude d'une journaliste ou d'un journaliste, excusez-moi, je n'ai pas accès au chat, donc pardon à l'avance. Donc, une question d'un journaliste pour la Maïf. Des précisions sur les éléments d'éligibilité dont vous avez parlé, Béatrice. Si un salarié n'est pas éligible car il n'a pas l'équipement PC, connexion Internet, etc., doit-il renoncer au télétravail ou pouvez-vous l'équiper ou l'aider à s'équiper? Y a-t-il des dispositifs d'aide prévus? Et enfin, pour Monsieur Laperronnier, Yann, les managers de Natop ont-ils été formés au management à distance? Y a-t-il eu une appréhension chez certains managers? Et comment avez-vous ou gérez-vous cela? Peut-être la première question à Nadia en réponse sur le Flex Office. Alors, moins d'1 minute, côté Flex Office ou bureau à la demande, quelque part, et pour être synthétique, globalement, les impacts du bureau dépendent du nombre de mètres carrés. Donc, si le Flex Office est clairement organisé pour une réduction de ces mètres carrés, avec des taux de foisonnement, je crois, d'entreprises l'ayant déjà mis en œuvre de 0,7 à 0,9, l'impact est quelque part un peu proportionnel à ça. Il y a des études un peu plus dans les éléments bibliographiques que vous retrouverez dans l'étude. S'il est totalement désorganisé et correspond à garder les mêmes surfaces et à chauffer des bureaux vides, bien entendu, le bénéfice environnemental n'est pas au rendez-vous. Voilà, merci. Pierre-Yves, tout aussi court, est-ce qu'il y a eu une étude d'impact RH sur le Flex Office à votre connaissance? Non, je ne pense pas qu'il y ait une étude d'impact globale. On a beaucoup de discussions avec les partenaires sociaux et avec nos collaborateurs. Je pense que le risque RPS, il dépend beaucoup de la manière dont vous gérez ça. Je pense que vous avez les mêmes risques sur un bureau qui est fermé avec des gens qui ne voient personne, de la même façon qu'un plateau, que la même façon qu'un Flex Office. Donc, pour moi, chaque mode d'organisation de travail présente ses risques et ses opportunités. Donc, on est clairement sur des changements managériels. Donc, il faut gérer la transition. Il faut donner les outils aux managers et donner la liberté de parole aux collaborateurs. Il faut adapter ça. Il y aura une évaluation qui sera faite, je pense, au bout de 6 mois ou d'1 an pour voir comment ça se passe. Pour l'instant, on est dans la mise en œuvre et l'intelligence. C'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'effectivement, on est en mode de confinement particulier. Hein. On n'est pas encore en mode de routine sur le Flex Office. Donc, c'est compliqué de dire aujourd'hui comment ça va se passer. Mais le sujet est lancé. Donc, moi, je reste très positif parce que je pense que c'est complètement indépendant. Voilà, il y a 0 papier sur les bureaux. Effectivement, vous pouvez reprendre votre petite photo si vous voulez, la photo de vos enfants sur votre bureau le matin parce que vous avez un casier pour ça. Mais je pense que la réalité, elle est ailleurs. C'est comment les équipes vont se parler, travailler, venir ensemble. Ça a été dit à la fois par M. Laperronnier et la Maïf. Enfin, je pense que tout ça dépend vraiment de la manière dont on pilote et le management d'équipe autour de ça. Voilà. Merci Pierre-Yves. Béatrice, des petites précisions techniques sur le dispositif de télétravail? L'équipement, oui. Alors déjà pour préciser un point dans la question en fait, qui était posée, la Maïf équipe les salariés télétravailleurs d'un ordinateur portable, d'un grand écran complémentaire qui est mis à disposition au domicile, ainsi que du casque, d'un softphone et même d'un boîtier CPL éventuellement si le télétravailleur ne peut pas se connecter directement sur sa box en filaire et si son Wi-Fi n'est pas suffisamment important au domicile. Donc, tout l'équipement informatique est mis à disposition par l'entreprise. Le télétravailleur, lui, a à charge d'avoir une connexion Internet. Ça fait partie des critères
il me semble, qui sont assez évidents. Et au final, je n'ai pas eu de remontée de problématiques autour de ce sujet, sachant que par ailleurs, le télétravailleur bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 2 € net par jour de télétravail pour contribuer aussi à la prise en charge de son abonnement Internet. Voilà Ça souligne aussi le coût du télétravail pour l'entreprise et parfois qui est un frein dans le déploiement parce que tout ne peut pas se faire d'un coup. On l'a très bien vu en confinement. Lorsqu'il a fallu enfermer tout le monde chez soi, tout le monde n'était pas équipé d'ordinateur. On a vu des entreprises permettre à leurs collaborateurs de partir avec l'ordinateur, c'est-à-dire la tour, l'unité centrale et le moniteur directement chez eux, parce que pas d'ordinateur portable. Alors, c'est vrai que ça représente un coût d'équipement, en coût d'entrée, hein, puisque effectivement, il y a le coût matériel et un coût récurrent lié à l'indemnité de forfaitaire de télétravail, puisque plus vous avez de télétravailleurs et de jours de télétravail, plus le montant total de l'indemnité forfaitaire sera élevé, forcément. Yann Laperroni pour Natop, la question sur les managers et leur accompagnement et leur appréhension. Oui, alors nous avons développé 2 programmes de formation, un pour nos télétravailleurs sur cette nouvelle organisation du travail, donc leur donner les bonnes pratiques du télétravail, et puis un module sur le manager qui manage des collaborateurs télétravailleurs, effectivement, pour appréhender cette nouvelle organisation du travail. Donc, c'est 2 modules de formation que nous déployons parallèlement. Voilà. Donc, c'est prévu et de la formation, de l'accompagnement des collaborateurs. Merci à tous les 4 pour votre participation, votre présence avec nous à distance, mais avec nous quand même aujourd'hui. Merci Béatrice, merci Pierre-Yves, merci Yann, merci Nadia. Merci aussi pour les échanges que nous avons eus tout au long de nos travaux et qui ont été très riches. J'en profite également, puisqu'il est l'heure, il est grand temps de conclure cette conférence pour remercier aussi les entreprises qui n'ont pas témoigné aujourd'hui, mais qui ont largement participé à nos travaux, qui nous ont donné accès, y compris à des documents confidentiels, donc qui nous ont fait confiance et avec lesquels moi j'ai eu des échanges réguliers et très enrichissants. Je veux parler d'Olivier Kosowski et de Sophie Lesage pour Agir Carco. Je veux parler de Stéphane Devilliers pour Alice, pour la coopération agricole, Corinne Lelon et Benjamin Perdreau, pour la FIM, Benoît Clouet et Philippe Comté. La FIM qui est la Fédération des industries mécaniques, je précise. Pour la Fédération des scopes du PTP, je veux parler également de Thomas Gallier. Je veux remercier Franck Janowski pour la Massif et administrateur de l'ORS aussi, de son aide et de son soutien. Pour la Maïf, je tiens à souligner aussi le rôle aux côtés de Béatrice, de Sylvie Audelon-Talon, avec laquelle j'ai pu échanger et qui nous a mis en relation. Je voudrais aussi saluer et remercier chaleureusement Hélène Rambourg pour Pôle emploi et UTB, pour UTB, pardon. Je voudrais remercier Cécile Moureau. Ils sont nommément cités dans le guide et encore une fois, tous ces échanges bilatéraux ont été et sont très importants pour nous. Alors, ce sont des aiguillons. Ça va aussi nous permettre de poursuivre les travaux à l'issue de la publication de ce guide. Donc, il était vraiment pour moi important, à titre personnel, de souligner leur rôle. Je voudrais également remercier nos administrateurs et organisations syndicales, Gérard Mardinet pour la CFE-CGC, Frédéric Lelouch pour la CFDT et Pierre-Yves Chanu pour la CGT pour leur soutien à ce guide, aux recommandations que l'on préconise. Et le guide sera également, on joindra au guide, des notes de positionnement de chacune de ces organisations syndicales par rapport aux pratiques de télétravail. Et enfin, je voudrais remercier toute l'équipe de l'ORS qui se trouve à l'heure actuelle à mes côtés, à plus d'1 mètre de distance chacune d'entre nous, mais qui est à la logistique, à la technique, qui m'a soutenue pendant toute la durée de ce projet. Je remercie particulièrement Géraldine Faure, déléguée générale de l'ORS, qui a piloté l'équipe pendant toute cette période de confinement et de transition que nous connaissons. Je remercie également Aliona Legrand et Chloé Adida qui ont travaillé avec moi sur ce projet de guide jusqu'à sa publication. Je remercie aussi Camille Barthélémy pour son expertise juridique à la relecture du guide qui m'a été, comme toujours, extrêmement précieuse. Voilà, j'en finis pour les remerciements. Je laisse la parole à Géraldine
pour l'agenda. Et dans ce générique de fin, n'oublions pas de remercier Lydie Recorbet, qui est la cheville ouvrière de ce guide, de cette conférence.